Marie-Catherine, bonjour. Bonjour, Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir enfin te voir. Écoute, moi aussi, tu sais, ça me touche. Parce que tu vois, c'est marrant parce que ça fait 1 an. Le podcast a 1 an avant-hier. Je crois que j'avais démarré le 25 janvier 2025. Joyeux anniversaire à ton podcast. Merci à lui. Et donc, je suis assez émue parce que... tu vois, je me dis, jamais j'aurais cru que, tu vois, que ça aurait touché beaucoup de gens comme toi, comme toutes les personnes que je rencontre, parce que vous me faites me grandir de fou. Je te remercie. Et moi, j'adore les rencontres. Et vraiment, merci pour ça. En même temps, je te dirais, tu es tellement lumineuse que la première fois qu'on s'est parlé, le feeling a été tellement puissant. Je me suis dit, je viens à ton podcast, même si je dois traverser la moitié de la France. Est-ce que vous entendez ça? Je viens à ton podcast. Oui, ça compte beaucoup. Ça a une belle personnalité. Mais oui, tu sais que je me souviens de notre échange. Ça fait quand même longtemps. Je crois que c'était en novembre. Oui, c'était en novembre. Non, même pas. Septembre, octobre. Je suis plus sûre. Même plus, parce que moi, je me souviens, tu m'avais parlé de ta maman et tout on parle. Là, tu vas nous en parler. Mais je t'assure que ça m'avait foudroyé. Ah ouais. Et je me souviens encore, j'avais pris des notes et tout, et je me souviens. Enfin, bref. On aura le temps d'en parler. J'ai vraiment le plaisir de l'accueillir, et surtout que ça fait un moment qu'on avait programmé ça. Ça fait 2-3 fois qu'on a eu des échecs d'agenda. J'avoue, les gens ne se faisaient pas. Voilà, mais en tout cas, Dieu fait grâce. On est là, dans un très beau lieu, et surtout de belles compagnies. Absolument. Donc, Marie-Catherine, je vais te laisser te présenter. Moi, je connais un tout petit peu ton parcours. J'ai un peu creusé, puis on avait échangé pendant 1 heure, même 1h30. Donc, je voudrais que tu te présentes sur toutes les facettes de ta vie, celles que tu souhaites mettre en avant. Ok, très bien. Alors, c'est parti. C'est parti. Donc, je suis Marie-Catherine. Je viens de la Martinique. J'ai 45 ans. Maman de... Alors, je dis 2 enfants, que c'est plus des enfants du tout. C'est toujours des enfants dans les yeux de maman. On va dire ça, 22 ans et 17 ans. Et je suis arrivée à Lille il y a 7 ans, si je ne me trompe pas, ou peut-être 8. Ça va quand même très vite. Donc, mais je veux quand même prendre le temps de parler d'abord de la partie Martinique, puisque c'est là que je suis née. J'y ai passé... beaucoup d'années. Je crois que je suis partie de la Martinique à 19 ans. Ah oui? Oui, tout à fait. J'ai fait quelques allers-retours quand même entre-temps. Alors, pour tenter de résumer ça, parce que résumer mon enfance, wow, ça mérite... rien que ça, on peut partir sur 4 heures. Mais je vais tenter... Exposer. Vous avez 4 heures. Ouais, je vais essayer de voir par quel bout je commence, là. Alors, donc ma vie en Martinique, oui. Il y a eu de très bons côtés et de très mauvais côtés, mais je ne renie rien, parce que comme je dis, il fallait traverser tout ça pour être celle que tu es, ouais. Voilà, mais j'ai été éduquée par une maman solo, voilà, donc un petit peu le cliché du, tu sais, la maman seule dans un quartier HLM, donc un quartier, je vais pas dire précaire, mais voilà, tu sais que dans les cités HLM, voilà, c'est des familles généralement qui ont très peu de moyens, donc qui dit très peu de moyens, malheureusement, ça s'accompagne aussi beaucoup de violence dans le secteur, de drogue, etc. Donc j'ai été éduquée dans une atmosphère assez anxiogène, c'est-à-dire que j'ai appris très vite qu'il fallait que je sois très mature, très adulte pour éviter les travers. Voilà, pour éviter de, c'est ça, tomber dans les mauvais chemins. Et effectivement, comme ma mère n'était pas en capacité de m'éduquer réellement, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, ben, j'ai dû grandir par moi-même et j'ai dû apprendre par l'expérience de la vie. Et jusqu'à présent, c'est la vie qui m'a plus formée que les études ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment l'expérience de la vie. C'est pour ça que j'aime dire que je suis une grande autodidacte, même si j'ai fait des études et tout ce que tu veux, mais c'est pas vraiment ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, pour revenir à mon enfance, effectivement, j'ai été éduquée par une maman qui avait de très, très lourds troubles mentaux. Je l'ai compris très jeune. Je pense que dès 3 ans, 4 ans, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça a été très compliqué pour moi parce qu'elle faisait des séjours en asile psychiatrique. Oui, mince. Oui, donc à chaque fois qu'elle se faisait hospitaliser, je partais avec ma famille, donc chez mes tantes, etc. Et en grandissant, j'ai vraiment pu mettre des mots sur ce qui n'allait pas avec elle, pourquoi sa personnalité était ainsi, parce qu'elle passait de la maman très gentille, très tranquille, et à des moments, elle commençait à vouloir faire des tentatives de suicide, elle voyait des démons partout. La religion, ça lui prenait dans les tripes à ce moment-là, mais du mauvais côté. C'était plutôt le côté le démon par-ci. Donc, c'était très anxiogène pour moi. Et en plus, on vivait en appartement. Donc, quand elle faisait ses crises, c'était très bruyant. Il y a des voisins. Ouais. Exact. Donc, moi, je culpabilisais énormément parce que j'ai tout de suite compris que si quelqu'un déposait une plainte ou parlait du sujet, ben on pouvait peut-être me mettre en foyer, voilà, une assistante sociale pouvait débarquer. Donc, en fait, j'ai appris à cacher la situation
très vite, très jeune, parce que j'avais vraiment peur, en fait, qu'on me retire de chez moi, de ma maman, parce que voilà. Et juste, on va faire une petite pause, peut-être, Bien sûr. parce que c'est vrai que là, tu dis plein de choses et Ah des oui, choses là, qui je sont suis très, partie, là. très fortes. Des choses qui sont extrêmement fortes. Et moi, j'ai envie de revenir juste sur un point. On parle de santé mentale, on parle d'enfants qui grandissent un peu vite. Comment, de ton œil d'enfant, tu vois ça? Est-ce que ça te fait souffrir ou est-ce que tu vis la chose au quotidien comme ça, ou tu prends quand même conscience que c'est dur ce que tu vis? Alors, j'ai eu plusieurs étapes, je te dirais. Quand j'étais petite, c'était plutôt le déni. En fait, j'étais tellement occupée à mentir à tout le monde, à cacher la situation, à faire comprendre à tout le monde que tout va bien. Et quand les gens s'inquiétaient parce qu'ils me voyaient toute seule et ils avaient l'impression que ma mère était pas là, et ça pouvait durer des mois. Et oui, pendant des mois, ils me voyaient errer, enfin pas errer, mais enfin, ils voyaient très bien que j'étais toute seule dans l'appartement. Et moi, je devais inventer des histoires. En fait, j'étais tellement concentrée là-dessus que le reste m'importait peu. Et là où ça a commencé à devenir plus compliqué, c'est quand j'ai atteint l'adolescence et la situation continuait. Et je me rendais compte que là, ça commençait à m'impacter. Parce que le fait de mentir tout le temps, de m'inventer une vie, de dire que ma mère va très bien, etc., je ne vais pas dire que... Ouais, je peux dire que j'étais devenue... Comment ça peut s'appeler? Tu sais, les personnes qui mentent constamment, mais qui racontent des histoires... Mythomane. Voilà, j'étais pas loin de ça parce que j'arrivais plus à contrôler ce que fiction, tu disais, réalité. Je ne savais plus. Je me perdais dans tout ça. Et un jour, la vérité a explosé parce qu'à un moment donné, je crois que j'étais dans un lycée professionnel à l'époque en secrétariat. Et elle est venue à une réunion parents-professeurs et moi, j'ai tout fait pour qu'elle vienne pas. J'ai lutté pour qu'elle ne vienne pas parce que je savais qu'elle allait pas bien. Elle est quand même venue. Et là, tout le monde s'est rendu compte que ma mère n'allait pas bien. Ah merde. Là, ça m'a... Du coup, le secret qui explose. Oui, là, tous mes copains sont venus me dire, mais qu'est-ce qu'elle a ta mère? Elle a l'air folle et tout. Là, je me suis effondrée. En fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais pu planquer, ça y est, c'était la révélation. Là, j'avais pas d'autre choix. C'est soit je m'effondrais, soit j'assumais. Et là, j'ai décidé d'assumer. Mais quand t'assumes, c'est difficile, Là, tout le monde... Et t'avais quel âge à ce moment-là? Alors, si je me trompe pas, parce que ça date, je dirais que j'avais 17. Ouais, 16, 17 dans ces eaux-là, ou peut-être 17, 18 dans ces eaux-là. Et c'est là que j'ai dû commencer à parler aux gens pour dire oui, ma mère, après, elle a des troubles bipolaires, ce n'est pas sûr, mais en tout cas, on pense que c'est ça. Peut-être de la schizophrénie, de la dépression aussi, voilà, en tout cas, de grosses psychoses. J'ai dû m'expliquer. Et quand tu expliques ça à tes copains qui t'ont toujours vue joyeuse, pétillante, rigolote, ils tombent de haut. Surtout, on se dit comment tu arrives à garder cette force, cette joie, alors que finalement, tu es dans un environnement qui est plutôt toxique, quoi. Absolument, absolument. Et en fait, le fait de dire la vérité, ça a été comme un boomerang pour moi. C'est libérateur aussi, finalement. Exactement, libérateur. Mais c'est là que je me suis effondrée. En fait, je me suis rendu compte du poids que j'avais sur les épaules depuis tellement d'années que quand j'ai commencé à parler aux gens, je me suis dit, ah ouais, ma vie, elle est merdique, en fait. Ma vie, ça va pas du tout. Elle n'est pas censée être comme ça. D'autant plus que j'avais quand même un point de comparaison, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai quand même des demi-frères et des demi-sœurs. Côté papa, je vais revenir sur l'histoire de mon papa plus tard. Et côté maman, j'ai une demi-sœur qui n'a pas du tout la même vie que moi, parce qu'elle, elle vivait avec son papa, avec une vie beaucoup plus équilibrée, pouvait faire des études, s'occuper d'elle-même. Alors évidemment, on a la même maman, mais elle n'a pas toujours... Elle est venue vivre avec nous plusieurs années plus tard, si tu veux. Et donc, je ressentais qu'il y avait une grande différence, que moi, j'étais dans cette souffrance-là au quotidien, et elle avait son échappatoire en allant dans la famille de son papa, elle pouvait réchapper à tout ça, et moi non. Moi, j'étais bloquée là. Donc, c'est vrai que ça... C'était pas évident pour nos liens, parce que je l'aimais comme une sœur, en même temps je lui en voulais, parce que je me dis, mais toi tu vas mieux t'en sortir dans la vie que moi, tu vois, toi tu peux faire des études, tu peux faire des trucs, moi je fais que ramer, et je suis une infirmière, quoi, c'était compliqué. Et je me suis enfuie, en fait, mais ma fuite, je vais en parler tout à l'heure, je vais revenir à la partie papa. Donc mon père, en fait, je l'ai appris des années plus tard, quand il a appris que ma mère était enceinte, il a été très clair avec elle, si tu gardes cet enfant, je m'en vais. Parce qu'en fait, il était totalement conscient qu'elle n'était pas apte à être maman, en fait, tout simplement. D'autant plus que, si j'ai bien tout suivi, parce que notre histoire familiale est un peu compliquée, j'ai une sœur aînée, mais qui vit avec son papa, donc elle n'avait pas à s'en occuper constamment. Et il y a eu un bébé entre ma sœur et moi qu'elle a perdu. Donc moi, je suis un bébé pansement, en supplément. Là, tu m'avais dit. Voilà. Donc, j'avais en plus ce poids de devoir être parfaite parce que je remplaçais un enfant qui n'a pas pu naître. Donc, j'ai encore le devoir, en plus de jamais décevoir personne, tu vois. Donc, c'était aussi ça compliqué.
Et donc, c'est des années après que c'est ma belle-mère, donc la femme de mon papa de l'époque, à l'époque, parce que malheureusement elle est décédée depuis, paix à son âme, qui m'a contacté un jour au téléphone et qui m'a dit: j'ai appris ton existence et je souhaiterais connaître ma belle-fille. Voilà, parce que tu existes, je le sais, et c'est pas normal que tu connaisses pas tes frères et sœurs, que tu n'aies jamais vu ton père. Donc moi, je fais le pas et viens vers nous. Ah, c'est génial ça. Oui, alors pas tout à fait. Oui, mais en tout cas, la démarche était la démarche était très belle. Ouais. Sauf que ça a été compliqué parce que moi, je ne connaissais pas mon papa du tout. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je crois que j'avais 12-13 ans, si je me trompe pas. Et en arrivant là, je crois que c'était la période de Noël et je me sentais pas du tout à ma place. Tu sais, c'était une famille très soudée, très unie. Et toi, tu n'avais pas l'habitude de ça. Moi, je comprenais rien de ce qui se passait. Je me dis, mais... T'es habituée au bouxon. Exactement. Et là, d'un coup, pouf, c'est beaucoup trop ça. Ça a réveillé une aigreur, une jalousie, on va pas se mentir. Parce que je vois que j'ai des frères et sœurs, je vois qu'eux peuvent profiter de mon papa. Moi, je n'ai jamais pu en profiter, tu vois. Je vois qu'ils célèbrent Noël, qu'ils sont vraiment unis, soudés. Moi, j'ai jamais eu ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est sûr. J'ai pas ma place, enfin je sais pas, qu'est-ce que je fous là? Ça m'a pris beaucoup de temps et les choses se sont débloquées quand mon père est venu me parler. Il s'est excusé parce qu'il m'a dit toute la vérité, qu'il voulait pas que je naisse et tout ce qui s'ensuit, mais qu'il est ravi. En fait, j'ai appris qu'il se renseignait sur moi, qu'il me suivait de loin et qu'il voyait comment je grandissais. Et le fait qu'il m'ait dit ça, ça m'a libérée. On a fait la paix, totalement. Bah oui, c'était important. Ouais. Donc au moins pour cette partie de ma vie là, ça s'est arrangé. Donc on reste quand même en contact. Je vois comment ça se passe pour lui, mais on n'a pas des liens très forts parce que j'ai grandi sans lui, mais ça m'a vraiment débloqué quelque chose dans ma vie, tu vois. Ça, c'est important. Ensuite, pour revenir à la situation de ma maman, comme je vous le disais, même s'il y a eu cette partie apaisement côté paternel, mais côté maternel, ça devenait de pire en pire parce que je me rendais compte que là, je devenais majeure. Je crois que j'avais 18 ans là. Et la situation empirait, c'est-à-dire qu'elle faisait des séjours psychiatriques toujours plus. Un peu plus long. Et là, je me dis, si je ne fais pas quelque chose pour moi-même, je vais couler. C'est-à-dire que soit je me condamne à m'occuper d'elle toute ma vie, soit je finis cinglée pareil, parce que je ne vais pas dire que c'est génétique, mais quand tu vis avec quelqu'un qui a des psychoses constamment, je sentais que je partais en vrille moi aussi. Attends, pause, parce que là tu dis des choses hyper importantes. Oui, c'est important. Déjà, il y a une phrase qui est ultra essentielle que tu dis. À un moment donné, tu dis « J'ai pris conscience que si je restais là, j'allais finir comme elle. » Ah oui, ça m'a hanté pendant un long moment, ça. Et moi, ma question derrière, c'est, ça veut dire que quelque part, tu te dis, tu as quand même conscience que notre destinée, c'est nous qui la façonnons finalement. Absolument. On peut changer les choses parce que je sentais réellement que mentalement, je commençais à voir des choses qui n'existaient pas parce qu'en fait, elle me les montrait. Et à force de te les montrer, tu commences à te les imaginer. Voilà, je commençais à super mal dormir, à avoir peur de beaucoup de choses, à ressentir des choses très néfastes. Et je me suis dit, en fait, c'est dans ta tête, Cathy, elle est en train d'implanter des choses dans ton esprit, ça ne va pas aller. Si tu restes dans cet environnement-là, en fait, tu vas juste sombrer de la même manière. Mais comment tu arrives à avoir un discernement? Parce que comme tu dis, à un moment donné, enfin, à force de traîner là-dedans, c'est comme quelqu'un qui traîne avec des gens qui se droguent, quoi. Enfin, j'ai rien à voir là-dedans, mais à un moment donné, toi aussi, tu auras peut-être des hallucinations, tu auras aussi des moments de perte. Comment tu arrives à discerner ça et comment tu arrives à voir clair pour ta propre vie? Parce que tu pourrais, quelque part, te dire, tu sais quoi, j'ai qu'à rester là aussi, suivre le même chemin, quoi. Absolument, absolument. Alors, je te le dirais, avec le recul, je pense que j'avais quand même une forte personnalité et une envie de survivre terrible. Parce que je me disais, écoute, la vie est belle. Tu peux pas juste couler comme ça. Il y a des choses qui t'attendent derrière. Il y a une autre vie qui t'attend. En fait, c'est à toi d'y aller. C'est à toi de d'oser le faire. Parce que si tu bouges pas et que tu restes là, tout va être anéanti. Et tu es capable d'être quelqu'un qui peut avoir beaucoup mieux. Je voyais quand même mes capacités. Petite parenthèse importante, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que quand je n'allais pas bien du tout, j'écrivais. J'écrivais des nouvelles, des fictions, où en fait j'écrivais soit des choses terribles, plus terribles encore que les miennes pour relativiser, soit des choses très belles pour me dire, il y a autre chose qui existe. Il y a où j'ai eu un déclic, et je faisais aussi des rédactions à l'école, et les professeurs, à chaque fois qu'ils me lisaient, ils me disent, mais tu as une écriture incroyable. Et tu m'en avais parlé, ça. C'est ça, tout à fait. Et les élèves n'arrêtaient pas de me dire, est-ce qu'on peut lire tes nouvelles histoires, tes nouveaux textes, voilà, tes fictions. J'écrivais aussi sur des forums à l'époque pour artistes ou littéraires, et je faisais des courtes nouvelles, des fanfictions. À l'époque, ça s'appelait comme ça, et pareil, ça avait un succès incroyable. Et en fait, je me suis dit, en fait, tu as un talent, Cathy, t'as un talent inné,
il faut que tu l'exploites, il faut que tu en fasses quelque chose. Et c'est ça qui m'a accroché. Mm. En me disant, tu peux pas juste couler parce qu'il y a cette partie de toi qui vaut la peine. Bats-toi pour ça, mais il faut que tu partes de cet environnement-là. Mais tu aurais pu aussi, ça c'est une question, tu aurais pu aussi, comme certains enfants, avoir peut-être le syndrome du sauveur. C'est-à-dire te dire, oui, mais à ce moment-là, peut-être mettre ta vie entre parenthèses. Parce que moi, ce que je trouve hyper fort et hyper étonnant, c'est qu'à un moment donné, tu regardes un peu de haut et tu te dis, cette situation-là, elle est pas bonne pour moi, il faut que je parte. Et ça, je trouve ça hyper courageux, parce que beaucoup de gens, on n'aurait pas, surtout à 18 ans, où beaucoup de gens auraient dit, bah non, c'est ma mère, je vais pas la laisser couler, entre guillemets, je vais l'aider. Ah, j'ai eu cette phase. J'ai eu cette phase pendant un long moment. Et en fait, plus j'essaie de l'aider, plus la situation empirait. S'empirait. Parce que je pense qu'on a fini par développer une relation toxique, parce qu'en fait, plus j'étais dévouée, plus elle se laissait couler. Parce qu'en fait, elle voyait que je m'occupais d'elle. Oui, si tu t'occupes de moi je me laisse sombrer, j'ai plus de raison d'essayer de faire semblant, en gros. Hein. Voilà, moi, je vais assumer que ça ne va pas. Et en fait, je la voyais rester dans son état cathartique. Oui, ça perdurait. Exactement. Et là, je me dis, en fait, je suis pas en train de l'aider, en vérité. En fait, on est en train de couler ensemble. Le bateau, là, on est en train de sombrer ensemble. C'est-à-dire, plus je lui donne ma vie, et plus elle me tient comme ça, et elle me fait couler avec elle. Et je lui ai dit, tu sais quoi, là, sois égoïste. Et ça a été très dur parce que toute la famille m'en a voulu. Parce que pour une raison très simple, si moi je m'occupe de ma mère, eux ils n'ont pas à le faire. C'est logique. Voilà. Et à partir du moment où j'ai dit, je m'en fous, je m'en vais. Je m'en vais et c'est tout. Et je suis partie dans une suite de façon très compliquée, mais je te le dirais. Je savais qu'en partant, je tournerais le doigt à tout le monde et que ce serait terminé. Je serais toute seule. J'aurais plus de famille, j'aurais plus rien. Et ça, je le savais. Parce qu'ils ne me pardonneraient jamais de laisser ma mère, parce qu'ils vont se dire, si tu t'en vas, c'est à nous de gérer ça et nous, on veut pas. Et ce qui s'est passé, alors j'ai menti à ma mère. Alors là, j'ai honte, hein, à son âme. Je lui ai dit, je pars en stage en France. Pas du tout. Je ne suis pas du tout partie en stage. Mais par contre, je pensais réellement que j'allais revenir. Je pensais que j'allais prendre une bouffée d'air, découvrir autre chose. Et puis en fait, en découvrant autre chose, j'ai mis des années à revenir. Mais voilà, je lui ai annoncé qu'effectivement, je partais en stage, que ça durerait 2 semaines, et que j'allais revenir pour mon examen du bac pro secrétariat. Je ne suis jamais revenue pour mon examen. Je ne l'ai pas passé. Mais attends, pause, parce que moi, je veux comprendre. À un moment donné, tu décides de te dire, ok, je vais partir. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu fais tes plans pour partir? Tu te dis, je vais aller en France, je vais aller à Tanani, enfin, en France, parce qu'on est en France, en Martinique, mais France plutôt métropolitaine, c'est ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Voilà. Ou hexagonale. Ou hexagonale. Allez, je sais plus, excusez-moi. Mais ouais, du coup, comment tu fais tes plans dans ta tête? Parce que c'est pas donné à tout le monde hein, de se dire je vais faire mon petit plan de fugue entre guillemets alors c'est un et je m'en vais. Foireux, hein, si tu veux. Oui, mais sur le moment, moi je trouve avec beaucoup de recul, moi je le prends quand même pour avec beaucoup de courage, même si c'est foireux parce que en soi, on sait jamais quand on fait des choses, on sait jamais si ça va marcher ou pas. Oui, absolument. Donc finalement, sur le moment, ça reste quand même courageux de poser un pied. Et ce qui est encore courageux, c'est pour ta survie. Absolument. Ouais. Et j'avais une bonne raison quand même, parce que c'est vrai que la première raison, c'était de m'échapper de tout ça et voir ce qui était possible ailleurs. Mais c'est l'amour qui m'a fait partir, pas un stage. J'ai raconté le bullshit du stage, qui n'était pas vrai, mais c'est surtout Donc il y avait un homme. Oui, par contre, s'il vous plaît, je vous le dis, d'accord? Écoutez bien, ne faites pas comme moi. Ne faites jamais ce que j'ai fait, s'il vous plaît. J'ai rencontré un homme sur Internet, on a discuté pendant 1 an. Sur Internet. In love. Il habitait à Dijon. Et donc, on discutait, mais alors, tous les jours, voilà. En plus, à l'époque, Internet était sur les modems. Ça coûtait une blinde. Les textos, c'était payant. Exactement. C'était pas comme maintenant. De caractère. C'est horrible. C'était pas de forfait illimité. Donc, des fois, ma mère se retrouve avec des factures de 1 000 €. L'enfer. Bref, je m'excuse. Son âme encore une fois. Ça valait la peine quand même. Donc, je suis tombée très amoureuse et il me dit, écoute, je suis à Dijon, viens. Et je suis venue. Voilà, ça m'a permis effectivement de m'échapper et de savoir que j'avais un pied à terre, quelqu'un qui m'attendait, voilà, parce qu'il habitait chez ses grands-parents, c'était un grand logement. Donc, je me suis dit, Cathy, tu sais quoi, t'as plus rien à perdre. Au moins, tu as un endroit où arriver, des gens te connaissent, vas-y. Alors, ça a mal tourné. Voilà. Je dis pas que toutes les rencontres Internet tournent mal. Ça a quand même duré plus d'1 an, mais malheureusement, je suis tombée sur une autre forme de psychotique, voilà, violent, très agressif. Au début, c'était tout beau, tout rose, hein, au début impeccable. Mais les choses ont dégénéré pour une raison simple, c'est que moi, j'étais déterminée à m'en sortir dans ma vie. C'est-à-dire que je savais pourquoi j'étais là. Donc, j'ai repris mes études.
parce que je n'ai pas fait l'examen du bac pro, donc j'ai voulu passer le bac en candidate libre. Donc j'étais déterminée à reprendre mes études, je voulais trouver un travail, trouver ma voie, développer mon écriture et tout ça. Et lui, c'est quelqu'un qui subissait son travail. Je ne vais pas dire quel métier, parce que si jamais il voit la vidéo, on ne sait jamais, il va se reconnaître. Bref, c'est un travail en usine. Et donc, en fait, il n'aimait pas sa vie, il n'aimait pas son métier. Et quand il me voyait déterminé, motivé à reprendre mes études et tout, en fait, il est devenu jaloux. Et il est devenu très agressif, très violent. Et en fait, dès que je tentais de faire quelque chose pour moi, pour me hisser signifiait être meilleur que lui. Bah oui, des fois, c'est les gens qui le perçoivent comme ça. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, en fait, il est devenu très violent. Des attaques physiques, des insultes, des baffes, etc. Et là, je me suis retrouvée à nouveau piégée par quelqu'un. Alors, je me dis, mais Cathy, tu t'enfuis pour fuir une situation toxique avec ta mère, pour te retrouver avec une situation toxique avec un homme. C'est pas possible. Non, tu ne vas pas accepter ça. Tu n'as pas fait tout ça pour replonger dans une situation pire encore. Je ne vais pas dire que... Je n'aime pas comparer les deux, mais le fait d'avoir été frappé physiquement, avec coups de poêle et tout, je prenais des poêles en téflon dans la figure, il me crachait dessus. Enfin, c'était tellement humiliant que ça m'a donné une gifle, un déclic, où je me suis dit, je dois partir de ça. Oui, donc... Tu disais, donc tu t'es pris des violences physiques. On a compris qu'effectivement l'histoire avec ta maman n'était pas très très saine. Moi, je vais arriver un peu à pour qu'on puisse comprendre un peu ton cheminement, parce que effectivement l'histoire, elle est escalée. Eh oui, tout à fait. Malheureusement, tu as eu des rencontres qui n'étaient pas très très saines, très positives, mais en même temps. C'est ça aussi qui forge la Marie-Catherine que tu es. Absolument. Et justement, je voulais en venir à là. Déjà, un point. Je trouve que tu as quand même beaucoup de résilience, parce que avec tout ce que tu as subi déjà avec ta mère, ma première question, je fais un peu le parallèle aujourd'hui, parce que je voyais hier un article, il y a une actrice sénégalaise qui est décédée. Justement, elle parlait beaucoup de santé mentale. Et je voudrais avoir un peu ton avis par rapport à la santé mentale, puisque ayant vécu directement avec ta maman, quel est aujourd'hui ton point de vue et si tu as des conseils, des choses, parce que tu l'as vécu non pas en tant que professionnel, mais vraiment en tant que proche, quel est ton point de vue et quels sont les conseils que tu pourrais donner? D'accord, très bien. Alors, je vais parler de la santé mentale d'abord dans les îles, particulièrement en Martinique, qui, à mon sens... Oui, c'est de manière que ce soit dans les îles ou ici, c'est les mêmes personnes qui sont touchées. Alors, ça date d'il y a plusieurs années pour moi, voilà, mais je trouve que la gestion, elle est catastrophique. Ah mince. Déjà, au niveau du regard des gens, les gens simplement ne cherchent pas à comprendre quel est le problème. Ils vont juste mettre dans un terme vaste qui est « tu es folle, tu es fou ». C'est très péjoratif, c'est très humiliant pour les personnes. Et ça crée juste une espèce de forme de rejet ou de moquerie et ça s'arrête là. Voilà, c'est juste toi, tu es une pestiférée. Et on ne va pas plus loin, on ne va pas chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête de la personne, comment l'accompagner. Et surtout, ça c'est quelque chose qui m'a choquée parce que j'ai pu aller la voir en hôpital psychiatrique à plusieurs reprises. Et j'ai jamais vu autant de maltraitance sur des êtres humains. Oh mince. Donc vraiment, ça... C'est vrai que j'en ai parlé aussi dans un épisode, pardon, je te coupe, mais vas-y, pas de souci. C'est Clotilde qui en parlait, qui disait justement qu'elle avait fait un séjour en psychiatrie, qui disait que c'était une maltraitance des êtres humains. Ah oui, non, mais enfin, concrètement, tu comprends très vite que les gens ne vont pas là pour être soignés ou être guéris, ils sont là pour être calmés quoi qu'il arrive. Donc en gros, ils sont assommés de médicaments pour qu'ils ne puissent plus réagir du tout. Et comme ils ne réagissent plus du tout, ils sont traités comme du bétail. Je vais donner une image qui m'a vraiment choquée. Je crois que j'avais 9-10 ans, quelque chose comme ça. J'ai vu ma mère toute nue dans une salle vide, un infirmier prendre un tuyau d'arrosage pour la laver. Moi, j'ai vu ça, ça m'a fait un électrochoc. Ces gens, Cathy, il ne faut jamais que tu en arrives à là. Parce que je vois comment elle est traitée. Elle était vraiment comme ça, toute nue, en plein milieu d'une salle, avec 2 infirmiers qui bloquaient la porte pour pas qu'elle s'enfuit, et un autre avec un tuyau d'arrosage eau froide. Bon, on est dans les îles, mais il ne faut pas abuser, avec un jet puissant. Et elle lavait comme ça, de loin, comme si c'était une bête. Et puis sinon, le reste du temps, elle était attachée à un lit, droguée. Et je dis le terme droguée, c'est un terme pensé, parce que c'est pas des médicaments qui sont là pour te soigner, pour t'aider, c'est juste pour te faire taire. Mais oui. Et une fois que tu es bien anesthésié, au bout d'un moment, tu peux rentrer chez toi, mais tu n'es pas guéri, tu n'es pas soigné, rien. Bah oui, et ça a juste été mis sous le tapis pendant un moment. Quoi. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'a choquée parce que je me dis, mais pourquoi personne ne cherche ce qu'elle a, ce dont elle souffre, quels sont les termes? Alors, est-ce que c'était vraiment leur intérêt?
Clairement pas, mais même les médecins et même les psychiatres qui la suivaient, le terme c'était elle est folle. C'est ma sœur et moi qui avons cherché nous-mêmes, voilà, sur Internet, dans les encyclopédies, à quoi ça pouvait correspondre. On en a déduit par nous-mêmes que ça ressemblait beaucoup à de la bipolarité, mais là, de la schizophrénie. Mais elle a eu le temps de décéder sans qu'on ait pu mettre un terme là-dessus parce que personne ne s'en soucie. Et plus globalement, la prise en charge aux Antilles me semble aussi très catastrophique parce qu'il y a beaucoup de personnes en difficulté mentale qui errent dans les rues. Ils sont juste abandonnés comme ça, et quand ils commencent à poser problème, on va les parquer dans un hôpital psychiatrique par là ou par là, mais il n'y a pas de gestion réelle. Alors peut-être que depuis, ça a évolué, parce que je sais qu'on commence à parler de santé mentale, on commence à l'évoquer réellement, on commence à mettre des mots là-dessus, on commence aussi à parler de la dépression, des burn-out, etc. Ça, c'est des termes dont on ne parlait pas du tout il y a plusieurs années. Donc ça a quand même tendance à évoluer, mais je trouve que l'évolution est beaucoup trop lente. Que la prise de conscience globale, ce n'est pas encore ça. Mais j'essaie de rester positive. Il vaut mieux qu'il y ait une évolution quand même, une prise de conscience de tout le monde. C'est sûr. Même si je fustige un peu les réseaux sociaux, parce que le fait qu'on commence à prendre conscience des différents troubles mentaux qui existent, comment les prendre en charge, comment aider ces personnes, je trouve qu'on fait trop d'amalgame et que les gens ils entrent dans une espèce d'excès inverse. Qui se disent, je souffre de tel trouble, alors qu'ils n'ont pas de diagnostic réel, mais comme si c'est une fierté, comme si c'est un étendard, comme si j'appartiens à... Oui, après, il y a un système de victimisation. Exactement. Et puis aussi d'attirer l'attention. C'est-à-dire que plus je porte une espèce de pathologie, et puis à un moment donné, j'attire l'attention sur ce qui ne va pas dans ma vie, parce qu'autour de moi, je n'ai personne pour pouvoir en parler. Oui. Et ça peut être très dangereux, je pense, parce que les personnes qui ont réellement des troubles mentaux ou des difficultés ne sont pas effacées, du coup. Voilà, tout à fait. Donc ça peut être très dangereux, mais globalement, moi j'ai beaucoup d'espoir que les choses s'améliorent, et c'est pour ça que j'apprécie que les gens osent dire les choses et surtout osent être suivis désormais, parce qu'avant on mettait sous le tapis, déni, où on vivait et puis c'est tout. Maintenant on est capable d'aller chez un thérapeute, d'aller chez un psychologue, un psychiatre, de faire le nécessaire, parce que la voie s'est ouverte et j'espère justement que cet éveil-là nous mènera vers quelque chose de positif pour nous, pour nous tous. Et si tu devais, après on va parler un peu de ce que tu fais, mais si tu devais tirer un peu une conclusion de ta vie que tu as eue auprès de ta maman, toxique, de cette relation violente, juste en 2 questions. Donc faire une conclusion, déjà ça c'est la première, et deuxième, qu'est-ce que tu en as tiré? Du coup, quelles sont les vraies leçons que tu as tirées de ces épisodes-là? Alors beaucoup. Mais t'essaies de synthétiser. Je vais essayer. Déjà, ça m'a permis de découvrir que j'avais une âme d'artiste qui ne vient pas de nulle part, parce qu'en fait, j'ai découvert des années plus tard que ma mère a une très grande sensibilité artistique, mais n'a jamais pu l'exploiter. Ah, mince. Et mon père est musicien. Il officie dans des chorales aussi d'église, donc ça vient pas de nulle part, mais je ne le savais pas. Ma sœur aussi, et dans le domaine artistique aussi, dans tout ce qui est peinture, etc. Donc l'art est dans nos gènes, mais je ne le savais pas réellement à l'époque. Et en fait, j'avais tellement besoin de me confier quelque part, puisque je ne pouvais pas me confier aux gens, c'était compliqué, que ça a développé cette fibre où j'ai voulu communiquer, m'exprimer à travers l'écriture. J'ai commencé par ça. Et j'étais tellement passionnée que ça m'a permis de devenir artiste professionnel par la suite. Mais globalement, alors ça peut être étrange, mais j'ai compris que réussir à sortir de ça. Alors en conclusion, ça m'a permis déjà de constater que j'avais une plus forte personnalité que je pensais. J'étais beaucoup plus courageuse que je pensais. Ma résilience aussi. Et c'est ces forces-là, ces qualités-là qui m'ont permis de développer mes activités par la suite. Et c'est vraiment là-dessus que je me base. Et j'ai compris quelle était ma mission de vie par la suite. Ah, tu enchaînes des... Franchement, c'est la meilleure transition. C'est la meilleure transition que j'ai pu avoir parce que j'allais justement rentrer dans ce que tu fais. Donc, tu parles un peu de mission de vie. C'est quoi déjà une mission de vie pour toi? Alors, tu sais, c'est pas juste faire un métier alimentaire pour avoir un salaire, tout ce que tu veux. C'est vraiment ressentir ce que tu veux transmettre aux gens, ce que tu veux transmettre au monde, ce que tu veux laisser, tu vois, comme trace. Après, voilà, quand tu ne seras plus là, qu'est-ce qui va rester aux autres? Et j'ai ressenti qu'en fait, je voulais vraiment aider les autres parce que je n'ai pas eu cette aide-là. Moi, quand j'en ai eu besoin, j'ai pas eu quelqu'un pour m'écouter, pour m'épauler, pour m'entendre. Et j'avais aussi cette forte capacité à enseigner, à apprendre des choses aux gens. Donc, je me suis lancée vers ça avec ma personnalité pétillante et atypique. Mais justement, parce que tu dis...
que c'est pas forcément un métier alimentaire, que c'est quelque chose qui est plus profond de ce que je comprends. Mais comment on arrive à déceler justement cette mission de vie-là? Parce que c'est pas si évident que ça. Comment toi tu l'as su? Est-ce que tu l'as su dans un rêve? Tu t'es levé du jour au lendemain? Tu savais comment? Ce sont les autres qui me l'ont dit. Je ressentais déjà qu'il y avait cette envie d'aider l'autre, cette capacité d'écoute, voilà, cette empathie que j'arrivais à développer, ce besoin de me dire, si tu n'as pas eu ça pour toi, ben, tu as envie de le faire pour les autres. Et c'est les autres qui me disent, mais Cathy, ça a été incroyable, tu m'as aidé, tu m'as épaulé, tu as su prendre du recul à ma place, tu as su me guider. Je me dis, oh, il y a quelque chose à faire. Et comme j'ai aussi beaucoup travaillé dans le domaine de l'insertion et du social, ben, je voyais l'impact que je pouvais avoir sur les autres. Et je me suis dit, en fait, c'est ça ta mission. C'est vraiment de donner la main aux autres et d'avoir toi ce que tu n'as pas eu. D'accord. Mais c'est super. En fait, si je fais juste une petite synthèse, c'est voilà, être aussi à l'écoute des autres, ce qu'on renvoie chez les autres finalement. Pour moi, c'est la base de tout, parce que c'est vrai que dans notre société, on a tendance à parler énormément. Le but, c'est d'être productif, ultra rentable, de toujours avoir plus de connaissances, de montrer aux autres qui on est, ce qu'on fait, etc. Moi, j'ai appris au contraire à me taire, à laisser l'autre s'exprimer, à laisser l'autre dire ce qu'il a à dire. Et je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait être incroyable. C'était une vraie force. Bah ouais. Voilà, et ça met vraiment une relation très différente avec l'autre. Et c'est là que je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu peux en faire pour plus tard? Et c'est là que je suis devenue formatrice, coach, et que je reste aussi artiste. C'est venu vraiment tout naturellement. D'accord. Et je vais revenir sur un point où tu m'as titillé, c'est pas prévu, mais moi, il faut pas me chercher. Tu parlais de talent atypique. Je voudrais que tu reviennes là-dessus aussi. Pourquoi tu te qualifies de talent atypique? Tiens. Alors, on va commencer déjà par ma personnalité, parce que j'avoue que c'est pas évident de me cerner, parce que comme j'aime dire, je suis tout et son contraire. Je peux être hyper lumineuse. Je prends un exemple simple, je fais des livres pour enfants, des dessins pour enfants, c'est tout mignon, c'est paillettes. Et à côté de ça, j'ai un univers qui est extrêmement sombre, extrêmement glauque, et je peux passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Et sinon, au quotidien, je vais dire que dans ma manière d'être, dans ma façon de parler aux gens, dans ma manière de faire, c'est le premier mot que tout le monde me sort. Toi, t'es pas ordinaire, toi, t'es très bizarre. Ou on s'attend, enfin, on sait jamais quelle facette de toi on aura. Tu peux être tout son contraire, et c'est vraiment le mot atypique qui ressort très très souvent. Mais tu sais que je peux te faire une confidence qui n'était pas du tout prévue. Mais juste avant, tu sais, quand t'es passé là devant, j'ai envoyé un message à mon conjoint, je lui ai dit exactement ce que tu viens de me dire. Mais je Juste en me voyant passer. Je peux te faire écouter l'audio. Mais je lui ai dit, ah tu sais Marie-Catherine, j'ai échangé avec elle et tout, ça s'est super bien passé. Et puis là, quand j'ai vu, je l'ai ressenti autre. Ouais, limite c'était une autre personne que j'ai vue, je t'assure. Ouais. Je t'assure, j'ai envoyé ça juste au moment où t'es passé. Mais en fait, moi, ce que je trouve bien, et c'est toujours ce que je dis, c'est qu'en fait, on est tous différents. Bien sûr. Tu vois. Et ce que tu as dit tout à l'heure aussi, c'est qu'on écoute, tu laisses la place à l'autre. Et c'est important aussi de pouvoir se laisser être. Tout à fait. Tu vois. On n'est pas obligé, parce que déjà, on est différemment. C'est vrai qu'on se ressemble tous comme ça, on a tous les mêmes organes, tout pareil. Mais je pense qu'on a peut-être l'âme ou l'esprit qui est différent, qui est unique. Et je trouve ça bien, en fait. Moi, je trouve ça bien parce que, et c'est ce que je disais aussi dans un autre podcast, j'adore les gens, je dis bien j'adore les gens qui célèbrent leur côté sombre et leur côté lumière. Merci. Parce qu'on n'est pas que lumière. Ça, c'est pas possible. Tout à fait, tout à fait. On n'est pas que lumière. Moi, je suis la première à râler, à crier, à m'énerver comme un diable, d'ailleurs. Ah oui, quand, voilà, je suis en colère. Mais en même temps, je le cache pas, tu vois. Et ça, c'est vrai que je l'ai ressenti. C'est fou, hein, c'est fou, parce que ce que tu viens de dire, je l'ai ressenti, mais vraiment. Et je t'avoue que c'est quelque chose qui peut déstabiliser énormément de gens, parce que je crois que la phrase que j'entends le plus, j'arrive pas à te cerner, j'arrive pas à comprendre qui tu es. Ou quand on me voit sur les réseaux sociaux, tu peux me voir faire un réel où je suis complètement folle, je rigole, je dis des bêtises, et un autre réel ou un post qui va être ultra sérieux, ultra carré. Et les gens me disent, mais on n'arrive jamais à te cerner, à savoir quelle est ta vraie personnalité si t'es pas dans un rôle. Ben non, je suis pas dans un rôle, c'est juste que je suis multifacette. Et je précise quand même, parce que j'ai quand même été diagnostiquée syndrome d'Asperger, léger, ça va, ça ne m'empêche pas, mais ça justifie aussi mon côté atypique, parce que j'ai pas des réactions attendues. J'ai des réactions qui peuvent être très étranges. Je peux paraître ultra détachée. C'est pas volontaire dans ma manière de m'exprimer. Je pense que ça aussi, ça joue sur mon côté un peu. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Après, je
je pense que, tu vois, moi j'ai toujours dit, je suis très sérieuse dans ma vie, au quotidien, tout ça. Par contre, j'adore rigoler aussi, je suis la première, j'ai encore un enfant. Mais je pense qu'on peut avoir les deux, c'est-à-dire qu'on peut être sérieux et en même temps avoir cette facette un peu drôlissimo, machin et tout. Mais par contre, je trouve que ce que tu dis là, c'est des choses qui sont pas palpables. Toi, tu poses des mots, tu vois, moi je l'ai ressenti rien qu'en te voyant passer. Mais c'est quand même dingue. Après, je sais que je suis très sensible aussi à ces niveaux-là, des énergies. Mais je pense que c'est plutôt ton énergie qui se diffuse comme ça. Oui, tout à fait. C'est ton énergie qui parle avant toi. Tu vois, finalement. Mais c'est vrai, je te le dis. Je vais te faire écouter. Je dis, j'apprends des choses. Non, mais moi, après, c'est vrai que j'ai toujours été très sensible, très... tu ressens. Ouais, ah oui, énormément. Et d'ailleurs, même quand l'énergie, par exemple, elle est pas bonne, tu vas voir qu'à la fin, par exemple, de l'interview, moi, je me sentirais fatiguée. Ah ouais. Parce que j'aspire et surtout que j'ai dû donner beaucoup, tu vois, dans ce moment-là. Mais c'est dingue quand même. Mais moi, je dirais, c'est plus ton énergie, parce qu'aujourd'hui, on est tous rigolotes ou sérieux de temps en temps. Mais oui, mais t'as une énergie, effectivement, qui est particulière et qu'on a tous particulier. Et toi, ce qui est bien, c'est que tu le portes. Pas toujours, hein. Oui, mais en fait, tu penses ne pas le porter, tu vois, mais parce que si moi, rien qu'en passant par la fenêtre, j'ai ressenti. Ça, c'est incroyable. Et c'est pas tout près, hein, tu vois, il y a quand même une distance. Bah oui, mais attends, mais je sais pas si tu vois un peu tout ce qui est énergéticien. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être à côté de la personne pour le savoir. Parce que des fois, on fait du magnétisme, on n'a pas besoin d'être à côté, hein. Bah oui. Enfin bref, c'est un aparté, mais c'est un bel aparté. C'est fou quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Ben, tu m'apprends quelque chose et ça peut expliquer aussi beaucoup de choses parce que tu vois ce que tu me dis là, c'est quelque chose qu'on m'a déjà transmis à plusieurs reprises. On me dit, Cathy, tu me donnes des frissons où je sentais que tu arrivais, où j'ai senti que tu n'étais pas dans les bonnes conditions. Ah, je le fais et j'ai encore rien dit, tu vois. Oui, et puis, enfin, moi, j'ai juste eu le sentiment contraire. Je me dis, c'est bizarre, parce que la Cathy que j'ai, Marie-Catherine, du coup, que j'ai eue, elle était, j'ai eu une belle lumière, j'ai bien échangé. Et là, d'un coup, quand t'es passé, comme si, il y a eu l'inverse. Et je me suis dit, j'ai l'impression que, il s'est passé quelque chose, c'est bizarre, je ne sens pas, tu vois. Mais maintenant que tu le dis, je le comprends. Et oui, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai développé un alter ego, Nolwenny. Je veux dire, c'est ma face obscure parce qu'en fait, elle représente cette dualité. Parce qu'il y a des moments où, il y a des moments où je suis stressée, il y a des moments où je me sens perdue. Et c'est Nolwenny, tu vois, que tu ressens. Parce qu'elle est là, elle est bien ancrée. Là. Ouais, elle est ancrée, je te le dis. Voilà, totalement. Elle est avec moi. Ouais. Oui, bienvenue. C'était pas prévu de faire un 3, mais apparemment. Oui. Apparemment. Écoute, justement, je voudrais revenir sur ton accompagnement. Aujourd'hui, tu accompagnes quelle cible et comment? C'est-à-dire pourquoi on peut venir te voir? Pour quelle raison? Alors au départ, je me suis lancée plus précisément en janvier 2025, où au départ, j'ai voulu utiliser toutes mes facettes, donc art créatif, art thérapie, neurosciences, formatrice aussi, tarot journaling. Je dis, puisque tu as toutes ces capacités-là, j'ai ressenti que la thématique qui me parlait le plus, c'était l'épuisement professionnel. Parce que j'ai traversé ça, j'ai traversé un burn-out, et je ressens que l'épuisement professionnel, ça devient un fléau sociétal. J'ai voulu apporter ma contribution. Et au départ, je m'adressais aux femmes en épuisement pro. Mais c'était trop large, parce que quand tu t'as, les femmes en épuisement pro, ça veut tout et rien dire. C'est ça. Donc pendant un an, je me suis consacrée à ça. J'ai travaillé avec des associations auprès de femmes en burn-out, auprès de demandeurs d'emploi, etc. J'intervenais aussi, écoles, associations, etc. Et j'ai voulu cibler beaucoup plus, aller vers une niche de cœur qui me parlait plus. Et là, je m'adresse aux entrepreneurs créatifs, c'est-à-dire aux artistes, aux artisans, les créatifs globalement, qui effectivement sont piégés dans leur art, parce que l'artiste et la précarité, on connaît, voilà. Et mon but, c'est de les épauler à ce sujet, sortir de cet épuisement, de cette perdition, et surtout leur montrer comment on peut rendre une activité artistique et créative rentable. Donc c'était la stratégie marketing liée à l'épuisement pro. Et je fais ça depuis, si je me trompe pas, novembre à peu près, cette niche particulière. Et là, ça marche bien parce que c'est tout mon parcours que je mets au service des autres, tout simplement. Ok. Et donc, du coup, moi, si je suis entrepreneur, artiste, quelle est la problématique pour laquelle je peux contacter Marie-Catherine, du coup, concrètement? Alors, si tu as décidé que ton art ne serait pas un loisir, mais un métier,
ok, que tu tentes d'en vivre depuis un moment ou que tu ne sais pas comment t'y prendre et que tu te sens effectivement épuisé à essayer d'en faire toujours plus, mais l'argent ne rentre pas, tu n'as pas d'opportunité, tu ne sais pas vendre tes créations. Au lieu d'écouter les méthodes basiques, classiques qui ne correspondent pas aux artistes, je le redis, ça ne correspond pas aux créatifs, ou t'user à vouloir exposer, enfin à t'user dans des choses qui ne sont pas pour toi, viens me voir, on repense ta stratégie, on voit comment diversifier tes revenus tout en préservant ton énergie. Et ça, c'est le plus important. Et te permettre de vivre de ton art, d'être rentable et de pas justement rester dans cette spirale qui peut détruire ta créativité. Bah, très bien, en plus tu regardais la caméra, j'ai même plus besoin des directives, c'est parfait. C'est mon passé journaliste. Ok. Et du coup, on va commencer à chuter un tout petit peu, tu vois, le TGV il arrive à Gare du Nord là. Commence à chuter. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ton parcours, c'est que déjà, je te l'ai dit, il y a beaucoup de résilience et ça, je trouve ça vraiment limite miraculeux parce que tu viens de loin. Ah oui, j'avoue. Ouais. Et je voudrais aujourd'hui que tu nous donnes un peu un exemple, enfin de 2 minutes, concret d'une personne que tu as pu accompagner, son avant, après. Qu'est-ce que ça a changé, tu vois? Alors, si demain ça devait parler à quelqu'un. Alors, je vais essayer de trouver un exemple. Alors, je vais prendre l'exemple. Alors, je vais pas dire son prénom au cas où. Je vais l'appeler Claire. Voilà, je vais l'appeler comme ça, que j'ai accompagnée il y a vraiment pas longtemps. Là, c'est plutôt ma facette coach, épuisement professionnel pour les demandeurs d'emploi. Parce que c'est une cible qui me touche beaucoup, puisque moi aussi, j'ai connu ces difficultés-là longtemps. J'ai été au RSA, c'est pour ça. Et donc, au départ, quand on a commencé à discuter, parce qu'elle a participé à un de mes ateliers collectifs, il y a eu un bon feeling, elle me dit, j'aimerais être coachée par toi. Et au départ, elle était vraiment au fond du trou, elle avait totalement perdu confiance, elle serait incapable de faire quoi que ce soit, elle était prête à accepter des métiers très précaires qui n'ont rien à voir avec son parcours, et on a passé du temps à remonter sa confiance. Voilà, j'ai vraiment pu discuter avec elle à ce sujet pour qu'elle revienne à elle-même, au centre d'elle-même. Et là, il y a vraiment pas longtemps, elle a retrouvé un CDD. Ah, génial. Alors que, et justement, elle était à 2 doigts d'accepter un job très précaire obligé par France Travail. Je lui ai dit non, tu es capable de faire mieux. Et là, elle veut trouver un CDI et développer son activité entrepreneuriale. Et je me suis dit, mais Cathy, tu as réussi à faire ça en 3 séances. Quelqu'un qui n'avait juste plus d'espoir du tout, qui était complètement perdu. C'est que tu t'es vraiment connecté. C'est ça. Et on a juste connecté, on a pu discuter et je vois l'évolution que les personnes peuvent avoir à partir du moment où on les écoute, on les guide, on les aiguille. Et c'est là que je me suis dit, t'es à ta place. Même si le terme de coach, je suis en train de se casser la figure, faut dire la vérité, mais je sens réellement que je suis à ma place quand je vois ce que je peux apporter d'autre et ce qui m'apporte en retour aussi. C'est important. Parfait. On va arriver sur les questions, juste avant les questions signature. Est-ce que tu as des projets? Comment tu vas amorcer un peu ton année? Quels sont les projets phares que tu prévois? Alors déjà, mon objectif premier, c'est vraiment de développer mon activité autour des entrepreneurs créatifs, vraiment parce que j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a beaucoup à faire à ce sujet, parce que ce qui se passe sur Internet pour les artistes est une catastrophe. Donc j'ai vraiment besoin d'apporter ma vérité. Et surtout, j'ai un superbe projet qui me tient à cœur, c'est m'expatrier au Cap-Vert pour pouvoir vraiment développer mon activité, mettre en place une résidence d'artiste, des séjours, des séminaires, justement pour les personnes créatives qui ont besoin de s'échapper et de retrouver l'inspiration ailleurs. C'est en train de se mettre en place. Je suis accompagnée pour ça et je touche du bois que ça se fasse et je ressens que c'est ma destinée et que ça peut aller très loin comme ça. Voilà. On va t'encourager en tout cas. Et puis on va porter le projet de tout cœur. Et justement, les 2 questions signature. Aujourd'hui, bon, je commence un tout petit peu à connaître ton parcours, mais j'ai besoin quand même de poser la question. Quel a été l'événement qui t'a le plus transformé? Faut pas oublier que le podcast, c'est le papillon. J'ai appelé le papillon, pourquoi? Parce que le papillon, c'est toute une mutation, c'est une transformation, qu'on la connaît, tout aussi artistique, parce qu'en fait, ça passe d'une petite chenille qui est vilaine, mais à un papillon qui est d'une beauté extraordinaire. Et je voudrais, de cette métaphore-là, que tu puisses me répondre. Quel a été l'événement où t'es passé de la chrysalide, là, et puis t'es arrivé au joli papillon? Alors, pas encore arrivé, mais en cours. Il y en a eu plusieurs. Alors, je te dirais que le premier qui me vient à l'esprit, je pense que ça a été mon premier déclic. C'est un événement qui est très étrange. J'ai failli mourir. J'étais très jeune et ça a été mon premier déclic à me dire, waouh,
On t'a donné une seconde chance, tu peux pas déconner, tu vois. Alors, comment ça s'est passé? J'étais chez ma tante à cette époque, je sais plus quel âge j'avais, je pense que j'avais 6 ans, quelque chose comme ça. Tu vois que ça remonte de loin. Et en fait, au milieu de son jardin, elle habitait au bord d'une falaise, et il y avait un canal qui s'écoulait dans la mer. Donc, c'est vraiment une falaise très haute, un canal qui passe au milieu, et en fait, l'eau se jetait en contrebas, limite dans l'océan, tu vois, je dirais. Malheureusement pour moi, j'ai chuté, je suis tombée dans ce caniveau. Et en fait, comme il y avait de la mousse, en fait, j'ai glissé. Et je glissais vers la falaise. Oh, punaise. Et en fait, ma tante, elle a hurlé, elle s'est précipitée. Je crois qu'elle m'a rattrapée à quelques millimètres. En fait, si je chutais, c'était terminé pour moi, tu vois. Elle m'a rattrapée de justesse. Elle a tellement eu peur qu'elle m'a engueulée, elle m'a giflé, etc. Et en fait, j'ai eu ce déclic à me dire, mais en fait, t'as failli passer. Ça allait être fini pour toi. La vie te donne une deuxième chance. Qu'est-ce que tu vas en faire? À 6 ans? À 6 ans. Punaise. Et ça commençait déjà à cogiter. Je vais rajouter un deuxième. J'ai un autre moment où j'ai failli mourir aussi. Ma mère a fait un accident de voiture. J'étais côté passager. Elle n'était pas dans un état normal. La bouteille d'eau l'a empêchée de freiner. Et en fait, la voiture n'a pas fait de tonneau, mais elle a vraiment perdu le contrôle de la voiture en la laissant castrer. Et là, j'ai senti encore une fois que j'allais y passer. Et comme ça faisait 2 fois, je me suis dit, écoute, là, il y a quelqu'un qui est en train de te sauver la vie. Là. Il y a quelqu'un, t'as un ange gardien, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas ton heure. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Et ça a été mon premier déclic qui est, ta vie doit être réussie, tu dois y arriver, tu dois te sortir de tout ça. C'est ça qui a été des premiers déclencheurs pour moi. Écoute, je sais pas quoi te dire. Et du coup, concrètement, juste après ces 2 choses, quelles sont les actions que tu as mis en place concrètement pour changer? Bon, après, tu avais 6 ans et l'autre, tu avais quel âge? Je crois que j'avais 17 ans et demi, quelque chose comme ça. Ok, bon, on va prendre suite 17 ans et demi. Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour changer ta vie après ça? Alors, je me suis vraiment concentrée sur l'écriture pour commencer. J'ai mis toute ma force là-dedans. Je suis devenue écrivain professionnel. Tu vois, j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai repris mes études parce que j'avais arrêté de façon n'importe comment. Et je me suis dit, bon, Cathy, tu es capable de faire des études, vas-y. Et c'est là que j'ai commencé à travailler dans tout ce qui est domaine insertion sociale. J'ai commencé à avoir de réels déclics. Et je me suis vraiment consacrée, donc déjà à aider les autres dans le domaine du social et à me consacrer à ma facette Nolwenny, artiste peintre, auteur, linogravure, sculpture, où j'en ai fait mon métier en parallèle, tu vois. Et c'est là que les choses ont commencé à prendre forme. J'ai commencé à me chercher, à trouver ma voie, à trouver ma patte et à me dire, vu que tu es pluridisciplinaire, vers quoi tout ça va te mener? Parce que je tentais, je testais un petit peu tout ça, mais je voulais vraiment utiliser cet ensemble-là pour développer mon propre métier, ma propre manière de faire. Et me dire, ok, on t'a donné plusieurs chances dans la vie, tu es encore là, et j'ai besoin d'apporter cette lumière-là et de dire aux gens qui se trouvent vraiment au fond du trou, qui se disent, je peux plus m'en sortir, j'ai pas de chance et ça n'ira jamais. Tu as vu mon parcours, tu as vu comment j'ai survécu plusieurs fois, tu vas t'en sortir aussi, ça va aller. C'est juste ça, ma mission, et c'est ça que j'ai besoin de transmettre aux gens. Écoute, je peux même plus faire de conclusion parce que c'était très beau. Ça y est, je voudrais que tu la refasses, s'il te plaît, comme ça, tu regardes la caméra en disant exactement ça. Elle est juste très à la belle. fin? Oui, elle est vraiment très belle, tu vois. Si ça peut marquer quelqu'un, comme ça on clôture là-dessus. Alors, faut que je retrouve le début. Enfin, non, tu disais juste la dernière phrase là. Si, voilà, ta mission de vie, c'était pour aider, et si t'as traversé des choses et tout ça, donc je te laisse dire. Peu importe, même si c'est pas avec les mêmes mots. Tout à fait. Alors oui, alors c'est par rapport justement à ces déclics-là que j'ai compris que ma réelle mission de vie, c'était justement d'apporter toutes ces difficultés que j'avais à traverser, toutes ces épreuves, en faire quelque chose de positif et pouvoir épauler, apporter cette lumière-là aux gens et de me dire que les gens qui se sentent à terre, incompris, pas écoutés, complètement perdus, qui s'appuient sur mon parcours, justement sur ma résilience, sur mon expérience, pour leur dire que si je m'en suis sortie, tu t'en sortiras aussi. Merci. Ça y est. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci pour ton invitation et ça me fait du bien de partager tout ça. Bah écoute, moi ça me fait du bien d'écouter. Ouais, ça me fait grandir. Ça me fait grandir aussi, mais rien que quand j'échange, puis tu sais, le fait de le partager, je me dis, ah ouais, mais quand même, Cathy, wow, tu reviens de loin, c'est sérieux, quoi. Ben oui, et puis beaucoup d'humilité aussi, quoi. C'est un parcours qui marque. Et puis surtout, comme tu dis, en fait, qui pousse à se dire, il y a plus grave que ce que moi j'ai, et si elle a réussi à s'en sortir, je peux aussi. Tout à fait. Et je vais conclure là-dessus. Si en tout cas le message de Marie-Catherine vous a parlé, n'hésitez pas à la contacter. Je mettrai tous les liens pour pouvoir la retrouver. Les entrepreneurs, artistes,
bien évidemment, on a compris que vous étiez sa cible. J'espère que ces projets vont arriver au bout. Mais en tout cas, si son message vous parle, n'hésitez pas à la contacter sur ses réseaux sociaux et je mettrai tous les contacts encore une fois. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager, à commenter, liker, parce que plus vous partagez, plus vous commentez et plus le message se diffuse au plus loin et plus on va pouvoir impacter à notre manière les gens. Merci Marie-Catherine. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Merci beaucoup.